Vous haïssez ce film? Et bah pas moi. Et oui, à l'occasion d'Halloween, quoi de mieux que de se replonger dans le mythe des créatures de la nuit avec les vampires et les loups-garous. On pourrait parler de films précurseurs comme Dracula ou ce chef-d'œuvre intemporel comme Un loup-garou à Londres que je kiffe énormément. Mais malheureusement non, ça ferait pas de vue, voyons. On a préféré mettre en avant une saga que le monde adore détester, mais qui a marqué le paysage audiovisuel et littéraire, quoi qu'on en dise. Vous avez vu le titre? On va parler de... Les gars, il va parler de Twilight! Avec tout ça, on n'est pas dans la merde. Le premier roman est donc sorti en 2005 et le premier film en 2009 en France, avec plus de 160 millions d'exemplaires vendus dans le monde et 3,3 milliards de dollars au box-office pour tous les films. C'est une saga ultra lucrative et une des plus célèbres. Est-ce que c'est cool, déprimant? Qui suis-je pour juger? J'ai lu le premier livre quand j'étais jeune, et j'ai pas du tout aimé ce pseudo Roméo et Juliette version vampire. Je vous conseille cependant la vidéo de Lapin, qui revient sur tous les livres de la saga, avec un regard neuf et beaucoup d'humour. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas du tout la cible pour les livres. Et pourtant, j'ai vu tous les films. La raison? Ma mère aimait les livres et on avait ce petit rituel d'aller voir les films ensemble. Ça nous faisait une petite sortie tous les deux et c'est pour ça que malgré tout ce que je peux reprocher à la saga, j'ai une petite affection pour elle. Ça nous a rapprochés avec ma mère et on prenait quand même un peu de plaisir devant les films. Bah d'ailleurs, elle va vous le confirmer. Arrêtez monsieur, enfin, je ne vous connais pas! À part dire que le premier film est réalisé par Catherine Hardwicke, ce qui est sans doute un des rares points intéressants aujourd'hui au vu de son CV, je vais pas m'attarder sur la pré-production du film ou du livre qui ne sont vraiment pas folichons. T'en as pas marre d'être désobligeant comme ça? Non mais c'est vrai, l'autrice elle a écrit les livres juste parce qu'elle a fait un rêve érotique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non, dis rien. Mais on peut s'amuser en parlant des castings alternatifs pour le rôle de Bella et Edward, qui ont fait fantasmer des millions d'adolescentes à travers le monde. Car avant de choisir Robert Pattinson et Kristen Stewart qui ont été révélés au grand public avec cette saga, on a failli avoir Henry Cavill et Emily Browning, ou bien Jennifer Lawrence et Ben Barnes. Et bien sûr, Henry et Ben auraient joué Edward, hein, pas Bella. En vrai, ça aurait été drôle. Oh, Edward. Non, on oublie ça! Pour les 20 ans de la saga, les États-Unis ont décidé de ressortir les films au cinéma. Je me suis dit que c'était l'occasion de revenir là-dessus, et de voir si le film n'est qu'un bête film pour ados prépubères, ou s'il y a de la cinéphilie là-dedans. Car même si cette saga a été autant critiquée qu'adulée, il y a des choses à dire. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Le Clap, et je vous jure que je parle d'œuvres cool sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Ça manquait un peu d'énergie quand même. Ouais, j'ai pas trop la forme en ce moment, je pense que j'ai besoin d'un petit Oli. Oh, quelle belle transition de merde. Oli, c'est la marque de boisson du moment. L'alternative parfaite aux soft drinks, made in Europe, et qui a su conquérir le cœur de milliers de personnes. Beaucoup plus authentique. Ouais. Beaucoup plus écologique. Ouais. Beaucoup plus classe auprès de vos amis. T'as compris? Oli, c'est cool. Mais me gueule pas dessus. Oli est une marque de boisson avec zéro sucre, zéro taurine, avec des arômes et des colorants naturels. C'était le choix parfait pour moi qui ne suis pas forcément fan de ce type de boisson à la base. Et je dois admettre que j'étais rapidement conquis par ce côté beaucoup plus doux, frais et vivifiant. Et regardez, il y a plein de super goûts, notamment celui-ci en iced tea que j'aime beaucoup, celui-ci en énergie que j'adore, et celui-ci je sais pas pourquoi ils l'ont inventé. Il y a une grenouille dessus! Et c'est très simple d'utilisation. Vous prenez la gourde, la petite poudre qu'il ne faut pas sniffer, mais qu'il faut mettre dans la gourde. Vous mettez de l'eau, vous shakez et vous pouvez déguster à votre guise. Oli énergie, Oli iced tea, Oli milkshake ou encore Oli hydration. 4 gammes qui pourront contenter tout le monde. Pour ma part, c'est la gamme iced tea que j'utilise le plus, notamment pour son faible coût calorique, son goût 100% naturel à base de thé, et aussi pour ses antioxydants et son mélange de fibres. Pourquoi tu parles comme ça? Je ne sais pas pourquoi. Plusieurs packs sont à votre disposition, notamment le Starter Set Deluxe qui contient une gourde et une dizaine de produits de chaque gamme pour que vous puissiez découvrir cela dans les meilleures conditions. Avec le code promo LECLAP5, vous avez une réduction de 5 € sur votre première commande. Et c'est pas fini, car avec également l'autre code promo LECLAP, vous avez une réduction de 10% sur toutes les commandes. Et ben ça y est, enfin, grâce à Oli, je suis un hot sandwich accompli. YouTubeur accompli. Un YouTubeur accompli. N'hésitez pas à checker les informations dans la barre de description et je remercie Oli pour leur confiance. Et maintenant, parlons de Twilight. Notre histoire commence sur un merveilleux monologue. Je me suis rarement demandé comment j'allais mourir. Ambiance de fou en perspective! Dose un peu. Voici Bella, qui fera office de narratrice. Une idée suggérée par la réalisatrice pour que le spectateur puisse être plus proche d'elle et rester de son point de vue comme dans le livre. D'habitude, je suis pas forcément fan de la voix off, mais heureusement qu'elle est là, parce qu'au vu du jeu de Kristen Stewart, ça aurait été très gênant sans. On va donc suivre Bella qui doit s'adapter à sa nouvelle vie après avoir déménagé de la Californie vers la côte ouest des États-Unis chez son père, à Forks.
Et déjà, plusieurs choses intéressantes. La première qui saute aux yeux, c'est l'étalonnage, que je trouve très pertinent. La gestion des couleurs montre une patte froide et morose, qui permet de contraster avec la Californie et de signifier le mal-être de Bella qui ne se sent pas à sa place dans cette ville. Deuxième chose, on la montre comme étant maladroite et réservée, ce qui accroît cette différence et ce mal-être. Car elle a du mal à s'adapter. Mais surtout, Charlie! Oui, vous verrez que les personnages secondaires sont nettement plus intéressants. Par exemple, Jacob est plutôt cool et posé dans ce premier film. Les potes de lycée de Bella sont assez drôles et attachants, même s'ils se prennent un petit peu trop au sérieux. Mais c'est normal, ça reste des ados. Mais parfois, leurs discussions sont assez... gênantes et cringe. Attends, tu dis ça parce que effectivement c'est le cas? Ou parce qu'on a tous été cringe et gênants au lycée? En tout cas, Bella nous montre qu'elle est vraiment à l'aise en société. Je souffre en silence, généralement. Et c'est pendant le déjeuner qu'on nous présente subtilement les Cullen, des jeunes mystérieux qui restent qu'entre eux et qui n'ont jamais 17 ans. Ne me faites pas croire que eux, ce sont des lycéens prépubères. Bah oui, vu que ce sont des vampires. Alors déjà, merci du spoil, mais me fais pas croire que ces acteurs-là ont 17 ans. On a l'impression qu'ils ont plus la trentaine, voire même que c'est Steve Buscemi. How do you do, fellow kids? What? Bella semble attirée par le dernier, Edward, probablement parce que c'est le seul qui n'est pas habillé en blanc. Elle le retrouve lors du cours d'SVT et... Dis donc, ça sent la Vierge. Mais ça va pas te dire ça? Ah non, non, je te parle du parfum, la Vierge de Dior. Ah oui, c'est mon nouveau parfum. Mais oui. On a connu mieux comme premier contact. Surtout qu'Edward a l'air d'être une personne adorable. D'accord. Faut savoir souffrir. Je vais faire un compteur de red flag pour vous montrer à quel point cette relation n'est pas du tout idyllique. Là déjà ça fait 1. Bella fait un compte-rendu de sa journée à sa mère. Et cette scène est la preuve que 95% des discussions dans ce film tournent autour des relations amoureuses. Comme s'il n'y avait que ça qui comptait et que le reste n'était pas intéressant. Je sais, on est sur un film young adult, autour des romances. Mais quand même, je pense que les personnages valent mieux que ça. Mais maman, on est obligé de parler des mecs tout le temps comme ça. Tu pourrais t'intéresser à moi autrement. Tu pourrais me poser des questions sur mes passions par exemple. Mais enfin, tu n'as aucune passion. Ah oui, c'est vrai. Mais malheureusement pour Bella, il est trop tard. Sa rencontre avec Edward va la bouleverser à jamais. Et elle n'arrête pas de penser à lui. C'est ainsi que commence la fascination. Elle est tellement obnubilée par Edward qu'elle en oublie de jouer correctement. Oui, désolé, mais je trouve que Kristen Stewart ne joue pas bien dans ce film. Et c'est pas aidé par ses mimiques ni par les dialogues. Mais vous inquiétez pas, elle s'est bien rattrapée depuis. Notamment dans Blanche-Neige et le Chasseur et dans Charlie Angels. Oula, pardon, pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. Attendez, je regarde juste... Ah voilà, elle s'est bien rattrapée dans Spencer et le 6 Maria que je vous recommande vivement. Attention, transition brutale. Un illustre inconnu se fait attaquer par... des Yamakasi. Et là, la réal s'emballe. Plan débulé, shaky cam, montage nerveux mais illisible, un plan plutôt intéressant ici. Bref, un danger menace la quiétude de la ville de Forks. Mais juste après, il y a un truc qui m'a fait tiquer. À 15 minutes 17, il y a ce plan, voilà, qui est là et qui n'aboutit à aucune scène, et on passe brutalement au jour d'après. Ça pue la scène coupée au montage, et je comprends pas pourquoi ils ont gardé ce plan. Eh, mais tu montes n'importe comment. Bah ouais, pourquoi il faut pas? Bah non, faut réfléchir un peu. Ah. Oui, le montage est également un gros défaut du film, parce que je pense qu'ils ont voulu dynamiser un maximum le film au vu de la profondeur de l'histoire. Mais malheureusement, ça entraîne beaucoup trop de transitions brutales, des incohérences en termes de temps et de lieu, et aussi pas mal de faux raccords. Après une semaine d'absence, ça y est, Edward est enfin revenu. Je sais pas pourquoi je suis content, mais voilà la première réelle discussion entre nos deux héros. Alors, tu aimes la pluie? Alors, j'étais parti pour critiquer la beauté et la profondeur des dialogues, mais en même temps, c'est plutôt logique. On a tous vécu ça. Cette gêne, ces premiers instants quand l'attirance naît, ce malaise ambiant, c'est un amour naissant. C'est raccord que ce soit comme ça parce que ce sont des ados. Et oh, une caractérisation du personnage de Bella qui nous apprend de manière un peu vague qu'elle a préféré déménager pour pas être un obstacle pour le bonheur de sa mère. Ce qui est en accord avec le livre où Bella est caractérisée comme étant une personne altruiste et réservée. Enfin, un peu de personnalité. Mais alors que Bella repart chez elle... Alors le monteur, calme-toi. 16 coupes de plan pour la scène. C'est un peu beaucoup. On n'a pas besoin de mettre autant de coupures pour donner du rythme à la scène. Mais c'est quoi cette musique totalement par raccord? Eh, mais tu joues n'importe quoi. Bah ouais, pourquoi il faut pas? Bah non, faut réfléchir un peu. Ah. Bella est emmenée à l'hôpital, et pendant que Charlie montre que c'est le plus drôle, le deuxième meilleur personnage arrive, Carlyle. On dit que la fille du chef est ici, Dr. Cullen. Charlie? La comparaison est intéressante. D'un côté, on a Charlie qui est aimant mais maladroit, il a du mal à gérer sa fille mais il fait tout pour elle, et Carlyle, lui, est beaucoup plus entreprenant et protecteur, tu as son expérience. Deux figures paternelles qui s'opposent mais qui ont les mêmes intentions.
deux pères foncièrement bons qui vont impacter leur enfant à différents degrés. Pourquoi tout le monde est plus intéressant que Bella et Edward? C'est dingue! Edward est à découvert. Il essaie de noyer le poisson comme il peut, mais bon, ça reste suspect. Bella reste là-dessus et waouh! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Pensant que c'était un rêve, Bella nous confirme qu'elle devient obsédée par Edward, à tel point qu'elle en ignore Donald Renew, qui lui demande gentiment de venir au bal avec lui. Alors, tu veux bien, t'es d'accord? Pour faire quoi? Mais va au bal avec Jessica, Mike, elle est tellement plus cool. Pourquoi tout le monde est obsédé par Bella? Elle est différente. Oui, bon d'accord, mais qu'est-ce qu'elle a vraiment de plus? Aucune personnalité, aucun hobby, aucune passion, elle tire la tronche tout le temps, c'est une coquille vide cette meuf. Eh oh, c'est pas pour moi ça. D'ailleurs, j'en rajoute 2 pour Edward qui pendant la sortie scolaire se montre très possessif en posant des questions intrusives à Bella, puis en ayant pas mal de sautes d'humeur à son égard, quitte à même l'engueuler alors qu'elle a rien dit. Bella, écoute, il ne faut pas qu'on soit amis. Je ne crois pas qu'elle veut devenir ton amie. Après cette sortie scolaire pour le moins intéressante, on suit juste après le groupe de lycéens qui vont faire du surf. Jacob débarque avec ses potes et oh, ça y est, enfin une discussion qui ne tourne pas autour des mecs et des meufs. Enfin! Jacob ne nous parle pas de son échelle, mais de légendes et de rumeurs autour de ses ancêtres et des Cullen. Un pacte aurait eu lieu pour établir une paix entre les deux clans. Et oh mon dieu! Mais c'est quoi ces costumes clichés? Pose ça tout de suite. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il a mon costume? Une nouvelle attaque survint et on découvre que les méchants du film sont les Black Eyed Peas. Et que dire? Les ralentis kitsch, le jeu très bizarre des comédiens, notamment celui qui se fout torse nu gratuitement. Ouais, non, je pense que je vais rien dire, on va oublier ça. Ah si, il y a juste cette réplique qui est plutôt drôle. James, on ne joue pas avec la nourriture. Oh bah tiens, c'est Mister Terrific. I'm goddamn Mr. Terrific. Je trouve ça dommage de voir des randoms se faire tuer dans la ville. Ça aurait pu être intéressant et avoir plus d'enjeux avec des lycéens qui se font tuer, et créer donc des suspicions autour des Cullen. C'est de toute façon le plus gros problème de cette saga, c'est le manque d'enjeux et de conséquences. On n'a jamais vraiment peur pour les personnages, car les péripéties qu'ils vivent n'auront aucune réelle conséquence. Et pour ceux qui ont eu le 5e film, vous savez de quoi je parle. Bella continue ses recherches en se rendant à la bibliothèque de Port Angeles. Mais à la sortie, elle se fait agresser. Et qui c'est qui vient à la rescousse? C'était super dangereux comme manœuvre. Craignez-moi, bande de criminels, car je suis un vampire. Mec, t'as 104 ans. Attaque hypnose! Bon, on se casse? Ouais. Soyez effrayés par mon courroux! Oh! Ils arrivent à s'en dépêtrer et pour contenir sa pulsion meurtrière, Edward invite Bella à manger. Un repas, pas Bella. Elle en profite pour lui poser plein de questions. Et Edward, même s'il est creepy, dit une première chose gentille pendant ce dîner. J'éprouve le besoin de te protéger où que tu sois. Légèrement possessif Edward, mais ça passe. En revanche, il y a une chose qui m'énerve. Edward dit qu'il arrive à lire les pensées des gens, sauf celle de Bella. Au lieu de remettre en doute sa parole, elle prend le point de vue d'Edward, pensant que c'est un problème et que c'est de sa faute. Arrête de t'auto-flageller et de te mettre autant de côté. C'est pas toi le souci. Tu te souviens pas de ce que t'as dit tout à l'heure? Prends les commandes. Tu es forte. Tu es indépendante. Vas-y. Enfin, après ça, elle rassemble les informations qu'elle a pu obtenir, et ça y est, le doute n'est plus permis. Elle sèche les cours avec Edward pour se diriger vers la forêt. Et arrive la scène du film. Tu as une vitesse et une force incroyables. Oui? Ta peau est blafarde et elle a la froideur du marbre. Oui? Et parfois, tu t'exprimes comme si tu venais d'une autre époque. Oui? Un vampire. Et c'est gagné! Bella, veuillez me rejoindre sur le plateau. On peut l'accueillir chaleureusement. Félicitations, Bella! Est-ce que vous avez un petit mot pour nos téléspectateurs pour cette fin d'émission? Et la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous retrouver pour un nouvel épisode de Qui c'est qu'un vampire? On accueillera Dracula. Surprise, c'est un vampire. Edward est un vampire. Et au lieu d'essayer de la séduire ou de la rassurer, comme ferait tout vampire, il montre ses capacités de vampire. Et on sent le manque de budget ou le manque de créativité, car même si je comprends l'envie d'éviter un maximum les CGI, les effets de vitesse, le hors-champ, le nombre de faux raccords et la sensation constante de les voir porter des câbles, ça fait kitsch. Et ça nous permet pas vraiment de prendre conscience de l'ampleur des pouvoirs d'Edward. Sauf que là, arrive la plus grosse originalité de la saga. Voilà ce que je suis. Tu es magnifique. Magnifique. Ce que tu vois, c'est la peau d'un tueur, Bella. Ouais, ah ouais, un tueur. Et tu connais OnlyFans? En vrai, c'est pas si con. Sa peau scintille tel du diamant. Cela montre les vampires de cet univers comme le symbole de pureté ultime, un objet de désir parfait. Mais les Cullen voient cela comme étant une anomalie.
une malédiction. L'effet est plutôt bien rendu et cela permet d'avoir une jolie scène juste après où la caméra et la réalisation se posent enfin. Car comme pour le montage, je pense que Catherine Hardwicke a voulu donner plus de rythme à cette histoire très molle, en accentuant les mouvements de caméra. Elle la rend plus mobile pour montrer les tumultes de l'amour, mais aussi les capacités des vampires. Ce qui parfois est assez agaçant, car ça bouge beaucoup trop et on profite pas assez des scènes. Eh mais tu filmes n'importe quoi. Bah ouais, pourquoi il faut pas? Bah non, faut réfléchir un peu. Ah. Dans un film de romance, il faut poser l'ambiance et un tempo modéré pour se concentrer sur l'émotion des personnages. Ça doit être fait avec soin. Par exemple, la réalisatrice utilise beaucoup de gros plans pour accentuer le jeu de regard et les émotions. C'est pertinent, mais avec le jeu des acteurs, impossible de ressentir cela correctement. Enfin, on s'y habitue. À force. Une fois son secret révélé, on nous dévoile l'histoire d'Edward. Et c'est un background intéressant, pour approfondir un petit peu sa personnalité tourmentée. Ce qui me fait penser que j'ai bien aimé cette réplique. 17 ans, depuis combien de temps? Edward s'assume auprès de Bella au grand jour, et il l'invite à aller rencontrer sa famille, ce qui permet d'installer subtilement la rivalité des deux clans dont on a parlé précédemment, avec ce ce regardement de l'enfer. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bella arrive dans la putain de maison des Cullen, et cette scène est légèrement gênante. Entre les rires gênés et pas naturels, Rosaline la grosse rageuse, la douceur un peu forcée d'Alice qui est quand même le 3e meilleur personnage, et la tête de Jasper. Oh là 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 là, j'ai l'impression d'être dans un épisode de télé-réalité. Je suis super contente, ça se passe vraiment super bien, Edward se dévoile enfin à moi et j'arrive à voir sa vraie nature. Voilà, je sens qu'on se rapproche, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il est encore attiré par les autres prétendantes, quoi. En fait, ça me saoule. Dis-moi, Edward, tu peux arrêter de sucer le sang des autres meufs, là? Bah, des fois que tu me suces la Waouh! Mais choc-barre de baiser! Non mais il a osé dire ça devant la France entière? Mais c'est un manque de respect! Il va pas gâcher mon aventure comme ça, le mec. Par contre, attends, mais c'est méga long là, je trouve, là. Il reste combien de temps? Et ben d'après la montre que je n'ai pas, ça fait 1 heure. Combien? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est long! De toute façon, vous comprenez un peu où on se dirige. Je vais pas revenir sur chaque réplique et chaque scène. Je pourrais quand même dire que la première chose que remarque Bella dans la chambre d'Edward, c'est qu'elle n'a pas de lit. Elle veut pas sucer son sang! Mais bordel! Après ça, on a un caméo de l'autrice juste ici, qui évidemment prend un plat végétarien. Alors, je n'ai rien contre le végétarisme, hein. Même moi j'adore les courgettes. Non, 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 je peux pas dire ça. Et d'ailleurs ici, au moment où on pourrait avoir une scène intéressante sur l'insécurité ambiante de la ville, évidemment, le sujet change pour parler des relations amoureuses. Là, je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Tout ceci est rattrapé au moment où Edward débarque une nouvelle fois dans la chambre de Bella et tente de l'embrasser. Mais au vu des pulsions d'Edward, ça ne marche pas. Et on a la réplique la plus drôle du film. Je ne pensais pas être si fort. J'aimerais pouvoir dire la même chose. Attends, mais c'est pas une blague contre l'impuissance, ça? J'ai l'impression que c'est plus tourné comme une critique. On profite ensuite pour faire un petit montage où on les voit discuter toute la nuit. Et c'est dommage de pas les entendre, parce que c'est le seul moment où on aurait pu comprendre pourquoi ils sont autant attirés l'un à l'autre. Ils auraient pu parler de leur passion, de leur hobby, de leur personnalité. On aurait pu même les voir rigoler un petit peu ensemble. Mais non, ça reste très léger et c'est dommage. Je ressens pas l'empathie pour eux. Mais ma frustration est rattrapée par l'humour du film, parce que oui, il y a beaucoup d'humour dans le film, notamment cette scène qui est ma scène préférée. D'accord. Fais-le venir. Accélérons pour nous retrouver à la première sortie familiale entre les Cullen et Bella, la fameuse scène du baseball. En vrai, ça passe. C'est pas déconnant comme moment. C'est vrai que Muse joue énormément sur l'appréciation de la scène, mais en vrai c'est plutôt fun. Et on commence enfin à ressentir les capacités des vampires. Certains effets font un peu cheap, mais j'accepte. T'es pas prêt. Mais là, sortant du brouillard, voilà que les Black Eyed Peas reviennent. Et il marche sur... sur un tapis roulant? Oui. En vrai, quand j'ai revu le film pour l'occasion, je m'attendais à bien pire. Les angles de caméra permettent de dissimuler cet effet pratique qui a un petit peu du charme. Bon, sauf là c'est indéfendable. Faut aussi comprendre que le film n'a pas énormément de budget. L'équipe a donc dû faire avec ce qu'elle avait pour montrer la force et la stature des vampires, sans bombarder de faits FX. Donc oui, ça fait kitsch, parfois c'est moche, mais ils se débrouillent comme ils peuvent. Eh ben, je te trouve quand même très conciliant avec le film. Oui, j'avoue, je m'étonne moi-même. Le trio ne vient pas attaquer les Cullen ni faire un concert, mais ils veulent juste jouer avec eux, entre confrères, au baseball. Ça, c'est de la menace. Mais après un coup de vent, le vampire James sent l'odeur de Bella et remarque qu'elle est humaine. Bah alors, ça sent la Vierge? Ah, vous aussi, vous reconnaissez ce parfum? Oui, ce parfum. Bella devient la cible de James et tout part en vrille. Elle doit quitter la ville, tous les Cullen sont mis à contribution pour la sauver, c'est le bordel. Est-ce qu'ils en feraient pas légèrement des caisses alors qu'ils viennent à peine de la rencontrer et qu'ils pourraient mettre en péril leur couverture?
Bon, on va pas se plaindre parce que ça en fait enfin une menace et une vraie péripétie. Par contre, pour ceux qui auraient de la sympathie pour Bella, bah déjà manifestez-vous. Et surtout, tout s'envole ici. Bella doit s'enfuir et pour justifier ce départ, elle prétexte une rupture avec Edward et dit des atrocités à son père pour trouver une couverture et partir. Sauf que Charlie, complètement désemparée, essaie de comprendre et réconforter sa fille. Mais elle en a rien à secouer et préfère lui dire des choses du style « Mais si je pars pas tout de suite, je vais pourrir ici comme maman. » Mais c'est complètement débile! Oui, je sais, il y a l'urgence de la situation. Mais là, tu éveilles tellement les soupçons et l'inquiétude de ton père, qui est adorable avec toi depuis le début. Tu aurais pu sortir 10 000 excuses plus saines, respectueuses et moins suspectes, comme je sais pas moi. Je vais à Port Angeles avec les copines. Je vais à la plage avec Jacob. Je dors chez Edouard, sa famille m'a invité. Je rentre voir maman pour quelques jours. Je pars en soirée me bourrer la gueule. Toutes les excuses marcheraient. Laissez ce pauvre Charlie tranquille. Alors, on récapitule. Il y a une première team qui se charge d'appâter James, qui est un vampire ultra dangereux, comparé à la femelle, Victoria. Et l'autre, avec Bella, Alice et Jasper, qui se charge de la protéger et de la cacher. Mais Bella reçoit un appel. James a kidnappé la mère de Bella. Il lui impose de venir dans son ancien club de danse, seule, pour la sauver. Et donc elle arrive à sortir de l'hôtel discrètement. Merci Alice et Jasper pour votre aide. Malheureusement, Bella s'est fait avoir par les pouvoirs de séduction et de manipulation de James qui... Non, il a juste utilisé une vidéo pour la voix de sa mère. Vraiment super dangereux. James profite de l'incrédulité de Bella pour s'amuser avec. Oh, sa rage sera beaucoup plus intéressante à combattre que ses pitoyables efforts pour te sauver. Edward débarque pour sauver Bella qui se fait martyriser. Et c'est parti pour le combat final. Et c'est moche, je vois rien, c'est mal monté. Oh, les effets spéciaux qui puent. Oh ouais, non, c'est pas bien. J'étais conciliant pour le moment, mais là, c'est juste raté. Non, mais là, il y a aucune chorégraphie, c'est juste un combat de chiens. Un combat de chiens pour sauver une grosse... Stop! Bella est mordue pendant la bataille, mais Edward parvient à repousser James le temps que sa famille débarque. Ils sont en train de le démembrer, et Edward, pour sauver Bella, qui est empoisonnée... Empoisonné, doit aspirer le venin et donc le sang contaminé. Va-t-il résister à la tentation de sucer tout le sang de sa bien-aimée? Bella va-t-elle s'en sortir? Bah oui, malheureusement. Et on a eu 4 films après ça. Bella se remet de ses blessures à l'hôpital et demande à voir Edward. Bella, il faut que tu ailles à Jacksonville, pour que je ne puisse plus jamais te faire de mal. Quoi? Pourquoi tu veux que je m'en aille? C'est n'importe quoi, Non, je ne suis rien sans toi. Ah si, totalement red flag pour Bella. La dépendance comme ça, c'est insupportable. Et je rajoute ici un red flag aussi pour l'équipe du film. On ne voit même pas la scène où Bella s'excuse auprès de son père. C'est la mère de Bella qui est à son chevet, alors que c'est son père qui a encaissé tous les coups. Vraiment, Bella, bravo! Oublions ça avec la séquence finale où Edward emmène Bella au bal. Une robe, vraiment? Ils s'isolent pour danser tous les deux et Bella implore Edward de devenir un vampire. Alors, d'où? Comment? Pourquoi? On sait pas vraiment pourquoi, mais Edward s'exécute. Et l'embrasse juste sur le cou. Bah oui, meuf, ça fait même pas 3 mois que tu le connais, t'es pas prête. Dose un peu. Et c'est sur cette dernière danse que le film se termine. Enfin non, on voit Victoria au loin, la femelle, en train d'observer nos deux tourtereaux. Je trouve que ça gâche un petit peu le moment intime entre les deux héros, mais bref, on s'en fout, c'est fini. Enfin! Eh ben, c'était assez éprouvant, et pas que pour moi. Alors avant de commencer, je pense que c'est important de rappeler que les deux acteurs principaux n'ont pas vraiment aimé leur expérience. Enfin surtout Robert Pattinson, car Kristen Stewart est beaucoup plus dans la réserve. Petit florilège de belles réactions de la part de Robert. When I read it, it seemed like it was a book that wasn't supposed to be published. If Edward was not a fictional character, you just met him in reality. You know, he's one of those guys who'd be like an axe murderer. Millions of Twilight fans out there just cannot wait to see this. It's very almost heartbreaking because they don't want it to be over. Yeah. It's a little bittersweet, isn't it? For them. Yeah. Did your Twilight experience turn out to be what you expected? Oh. Mais alors, pourquoi autant de rejet? Le film est pas dingue, mais c'est pas non plus une catastrophe. C'est dû à quoi en fait? Au-delà des critiques que j'ai pu émettre tout au long du film, je pense que le principal problème, c'est le matériel de base. Donc, Stephanie Meyer. Elle est mormone. C'est un Digimon? Quoi? Mais rien à voir! Je ne suis pas ici pour donner mon avis ou analyser ce mouvement, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'investigation. Mais j'ai l'impression quand même que cela a beaucoup influencé l'histoire de la saga, et donc les vampires, quitte à désacraliser l'image qu'on s'en fait.
Ce qui fait que Bella devient la femme modèle chaste par excellence, qui ne se construit qu'à travers le prisme d'Edward, qui est montré comme étant une figure de pureté noble, entre sa peau qui scintille, son végétarisme, pas de sexe avant le mariage, etc. Bella va presque se convertir pour être en accord avec Edward et ses conditions de vie. Ce qui en soi n'est pas forcément idiot. C'est une métaphore et une relecture qui peut être plutôt intéressante. Mais qu'est-ce qui cloche là-dedans? Tout d'abord, Stephanie Meyer prétend que son œuvre est féministe, montrant que les femmes possèdent un libre arbitre et qu'elles ne se laissent pas guider par les dictats des hommes. Mais toute l'œuvre transpire un paradoxe, car non, ici toutes les femmes s'effacent pour mettre en avant les hommes ou leurs conjoints. Et c'est dommage de voir que l'héroïne qu'on suit et qui découvre un nouveau monde est juste une coquille vide, qui n'a rien à raconter ou à partager. Surtout quand on voit que Edward est un personnage odieux et toxique, qui joue beaucoup trop avec les émotions de Bella, car il n'arrive pas à se contenir en fait. Et quand on montre une héroïne qui se sent exister qu'à travers son mec ou les hommes, c'est anti-féministe de fou. Et je dis ça, mais j'ai le point de vue d'un homme. Je sais pas si les femmes qui regardent cette vidéo ont un avis contraire, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, mais je trouve ça dommage de voir les intentions de l'autrice complètement détruites à cause de ces deux héros. Et même au-delà de ça, je pense que c'est écrit avec les pieds. Et la scénariste a dû se débrouiller avec ça. Le film est très plat, trop sage, trop lisse, et ça se prend beaucoup trop au sérieux. On s'attend à voir une nouvelle interprétation du vampire, mais c'est trop simpliste et kitsch. Les personnages ont du mal à exister pleinement, car ils ne sont jamais mis en avant ou caractérisés correctement. En fait, l'atout principal de Twilight, c'est l'univers qui est dépeint, mais il est détruit par l'histoire d'amour à l'eau de rose et ces personnages qui ne vont jamais créer d'enjeux ni d'attachement sérieux. Un teenage movie qui a du mal à se détacher de son matériel de base. Et comme a dit Robert Pattinson, je pense qu'il faut passer à autre chose. Twilight dans sa globalité, c'est vraiment pas bien. Et pourtant, je déteste pas. Il y a deux choses à sauver dans le premier film. Le travail de Catherine Hardwicke et de Carter Burwell, qui ont réussi à donner une patte à la saga, une atmosphère. Et c'était un choix logique de prendre Catherine, surtout quand on voit son film 13, qui m'a pas mal marqué plus jeune. Elle possède un regard tendre et brut sur la jeunesse, et elle sait comment l'imager. Malgré les gros soucis que j'ai pu noter autour du montage et des mouvements de caméra par moment, elle a quand même réussi à insuffler une vision dans l'ensemble, et de rendre une copie plus que convaincante. Comme pour Carter Burwell, qui a donné les thèmes musicaux pour toute la saga. Et on ressent à la fois la fascination, l'émotion et la peur autour des vampires. La bande originale fonctionne bien. Et puis les thématiques abordées par le film ne sont pas inintéressantes. Et tout le lore qui est exploré aurait pu faire un chouette film, si c'était bien incarné par des personnages cool à suivre. Et puis bon, faut être honnête, je pense que c'est la nostalgie qui parle. Je repense à tous ces moments que j'ai vécu avec ma mère, et c'était plutôt chouette. Ça reste un plaisir coupable, un comfort movie. Je ne suis pas la cible de Twilight, mais je comprends qu'on puisse aimer ce genre de film. C'est un peu comme les téléfilms de Noël. Au-delà des messages plus que tendancieux, on retrouve les codes des comédies romantiques. Et on prend plaisir à savoir comment nos deux héros vont finir. Et ce que j'aime avec cette saga, c'est de voir des artistes avoir conscience que ces films ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ils tentent de faire quelque chose de cool pour le public, et faire plaisir à tout le monde. Comme a dit la scénariste Melissa Rosenberg, c'est du cantard? Non, mais ça essaie de l'être. Donc oui, Twilight est pas du tout un chef-d'œuvre, c'est limite un peu mauvais. Mais comme j'aime dire, il y a de la cinéphilie dans tous les films. Est-ce que ça permet de sauver tous les films? Bien sûr que non, mais ça permet de mettre en avant des choses positives qui peuvent servir pour l'avenir. Et je pense que c'est ça le plus important. Pour finir, voici mon avis rapide sur la saga. Donc le premier est plutôt intéressant, même si c'est un peu kitsch. Le deuxième est affreux. Le troisième aurait pu être intéressant avec le réalisateur, mais bon, ça reste quand même assez sage. Le quatrième est une abomination, je pense que c'est le pire de tous. Et le cinquième aurait pu être intéressant, mais est à l'image de toute la saga, c'est-à-dire aucun enjeu, aucune conséquence. Donc c'était un peu chiant. Ouais, donc t'as pas du tout été conciliant en fait. Et surtout, si vous voulez un vrai film de vampire, je vous propose de voir Morse de Thomas Alfredson qui est incroyable. Si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo juste ici. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Oli de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, et surtout à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas d'aimer les films que vous aimez. Ciao!